Et donc, voilà, pour moi, c'est des fictions qui sortent du cadre philosophique qui pose l'humain comme un sujet et la nature comme un objet, comme c'était écrit sur la présentation de la table ronde, pour mieux saisir d'autres façons de sentir et de comprendre. En repartant de l'interface que constitue le rapport de l'organisme avec son milieu, en explorant d'autres formes d'intelligence animale, végétale, symbiotique, ça ouvre aussi vers d'autres manières d'écrire, qui, dans leur radicalité même, interrogent l'expérience subjective, la limite entre les êtres, le début, la fin, la question des limites, d'où l'idée d'écriture de l'interaction et du milieu. Donc c'est des questions à la fois un peu philosophiques et à la fois un peu littéraires, dont j'aimerais parler avec nos intervenants et intervenantes, auteurs et autrices. Donc non seulement sur le côté philosophique, mais aussi dans leur pratique de l'écriture, dans leur fiction, dans leurs ouvrages. Donc je vais les présenter. Hop. On va commencer par une habituée du festival, désormais Luvan, qui m'avait qualifiée une fois comme autrice polymorphe. Je ne sais pas si ça te convient toujours comme appellation, puisque donc elle est touche à tout. Elle travaille aussi sur les pièces radiophoniques, passionnée de son, de matériaux sonores et orales. Beaucoup de collaborations artistiques, et puis comme écrivaine, on la connaît notamment pour 2 recueils de nouvelles chez Dystopia, Cru et Few of Us. Le deuxième, on en reparlera peut-être puisqu'il est assez dystopique. Encore une fois, je colle une étiquette, mais c'est pour aller plus vite, on va dire. Mais voilà, dystopique et sur fond aussi un petit peu, voilà, il y a le thème de l'apocalypse et de la civilisation, enfin de la chute des civilisations qui revient un petit peu dans ce recueil. Il y a eu aussi Susto, donc premier roman. En 2018, et Susto aussi va nous intéresser, je pense, à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'un roman d'anticipation très particulier. Susto, c'est une expérience de lecture c'est une sorte d'utopie, en fait, dans un contexte de réchauffement climatique. Des migrants climatiques du monde entier se sont réunis dans une sorte de petite civilisation au pied d'un volcan. Et donc, c'est un roman polyphonique, on dirait radicalement polyphonique, avec des personnages de toutes sortes, et qui est marqué par la menace de l'éruption et puis des forces telluriques qui ne cessent de nous rappeler qu'elles sont à l'œuvre. Et puis, donc, son dernier roman, Agrafa, paru en 2021, qui est là aussi est toute une expérience de narration et qui raconte, en fait, à partir de documents traduits, reconstitués par une chercheuse, la vie d'une communauté de femmes assez mystérieuse du Moyen-Âge. Voilà, pour finir cette présentation. Également Céline Minard, qui a étudié la philosophie et qui écrit de la fiction depuis 2004 pour ce qui est des dates de publication. Pour essayer de résumer, je dirais que d'ouvrage en ouvrage, de livre en livre, on a l'impression que Céline Minard explore différents genres. Le western, l'anticipation, c'est pas forcément issu que de la littérature d'ailleurs. Un des derniers livres qu'elle a publié, Bacchante, en 2019, par exemple, fait appel à tout l'imaginaire au code des films de braquage. Quand on parle sur ce festival beaucoup de subversion, pour moi, c'est un qualificatif qui peut tout à fait lui convenir à son travail. Et donc, son dernier livre, Plasma, donc paru en août dernier, je crois, se situe dans un futur assez difficile à déterminer. C'est 10 histoires qui, a priori, n'ont rien en commun entre elles, mais qui, en fait, au fil de la lecture, par des échos, par des résonances, finissent par
presque à un niveau subconscient, voilà, faire écho entre elles. Et c'est un univers où on a l'impression que l'humanité n'est pardon, n'est plus, comment dire, comme repère pour la vision du monde, la sensation du monde n'est plus un repère, comment dire, hégémonique. Et c'est un ouvrage, bon, on y reviendra parce que ça va être un peu difficile de le résumer comme ça, mais c'est un livre qui fait autant appel au sens que finalement qu'à l'intellectualisation, même si en même temps c'est un livre qui a aussi quelque chose de très, enfin, qui fait beaucoup appel à la science, que ce soit la biologie, en particulier la biologie, puisque c'est un livre qui explore différentes facettes aussi du vivant. Bon. Ensuite, donc, hop, pardon. C'est la présentation. Donc ensuite, on accueille également Saul Pandelakis, qui est illustrateur, enseignant, chercheur. Il enseigne le design à l'Université du Mirail à Toulouse. Il est l'auteur d'une thèse en cinéma sur les héros d'action d'Hollywood. Il travaille en recherche sur les féminismes queer et la domesticité, et en cuisine. et la question d'une possible sexualité avec les robots, la rencontre entre design et cinéma, ou encore les prolétariats du bitume. Là, j'avoue, je lis la présentation qu'on est sur le site. Hein. Mais surtout, donc, enfin, pas surtout, mais il publie en 2021 un roman d'anticipation queer aux éditions Goater qui s'appelle La séquence Hartmann et qui se déroule dans une société où l'humanité décline démographiquement. En gros, les intelligences artificielles non seulement ont un rapport au corps puisqu'elles sont incarnées dans des corps anthropomorphes, synthétiques, anthropomorphes, mais en plus, donc, ils ont acquis une autonomie, ils font partie de la société à part entière, même s'ils ont un statut un petit peu spécial. Et autre élément important, c'est que l'humanité explore l'espace. Il y a des missions spatiales pour éventuellement essaimer dans l'espace. Et on suit l'histoire de deux personnages principaux. Rose, qui est un homme transgenre, et H, qui... C'est ça ? Oui, Asha, qui est... oui, pardon, j'ai oublié le... qui est... donc Asha, qui est une botte transgenre qui est philosophe et qui se pose énormément de questions sur le rapport entre l'humanité et les bots, leurs différences, leurs limites, leur manière de concevoir, etc. Pour terminer, donc pour cette présentation de Saul, je dirais que ça peut paraître étonnant à première vue qu'un roman sur des intelligences artificielles se retrouve dans un panel consacré à une littérature de l'écologie. Mais pour moi, il y a des résonances assez fortes, en fait, qui ne se situent pas forcément au niveau du décor ou dans quoi évoluent les personnages, mais dans quelque chose d'autre, dans le caractère, je dirais, non essentialisant, où les personnages, leur identité, les êtres se définissent plus par des rapports, comme des interfaces. Il y a une citation qui fait référence à ça au début du roman, justement, de H.A. On y reviendra peut-être, j'ai pas... voilà, et donc, enfin, donc Corinne Morel-Darleux. Tac. Mais qui est-elle ? Beaucoup de fluidité dans cette présentation. Donc, Corinne Morel-Darleux, donc autrice, essayiste, militante éco-socialiste. Elle collabore avec différents journaux, revues, émissions, notamment Reporter, Socialter ou la revue Projet. Elle
elle publie un essai en 2019 qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » aux éditions Libertalia, qui est à la fois une critique très radicale du productivisme du système capitaliste, et en même temps qui essaye de trouver une position par rapport à la menace de l'effondrement et le fait que à grande échelle rien ne soit fait pour y répondre en urgence. Je sais pas si ça résume à peu près. Bon, et donc aussi, voilà, définir une analyse et une position philosophique, je dirais, par rapport à cette situation. Et en 2021 est paru, donc, si je ne me trompe, son premier roman, Là où le feu est l'ours, histoire de Violette, toujours aux éditions Libertalia, donc qui raconte l'histoire d'une femme qui survit dans la steppe. Donc une steppe aride traversée de vents extrêmement brûlants, où la pluie est rare, puisqu'on là aussi on est dans un monde en proie à, on va dire, un changement climatique avancé, même si le contexte n'est pas particulièrement explicité. Elle fait la rencontre d'un ourson qu'elle prend sous son aile, qu'elle adopte. Et le roman raconte leur périple, leurs rencontres, les rencontres qu'ils font dans la steppe, leur recherche en fait d'eau et d'oasis. Euh, et voilà, et on parlera. Ouais, puis je m'arrête là peut-être pour le résumé du livre. Voilà. Ça vous convient comme présentation? Alors, je vais passer à ma première question et après je vais arrêter de parler. On reviendra. Enfin, voilà. Une référence à laquelle j'ai pensé en préparant la table ronde. Alors, je vais citer nom scientifique, voilà, mais on va expliquer derrière. C'est pas, c'est Philippe Descola. Donc, étonnamment, on parle de biologie, on parle de sciences du vivant, mais là, c'est un anthropologue sur la question de la nature, justement. Puisque pour Philippe Descola, les rapports entre nature et culture, tout au long de l'histoire, ce sont des constructions. C'est-à-dire que notre rapport à ce qu'on appelle, nous, la nature ou l'environnement, même notre propre nature en tant qu'animaux, est construite par l'histoire. Il n'y a rien d'évident. Elle est tout à fait relative, et il l'a étudiée en tant qu'anthropologue dans ses voyages, dans ses recherches, avec les peuples qu'il a côtoyés. Et donc notre rapport occidental moderne à la nature, non seulement n'a rien d'évident, mais il relève ce qu'il appelle une ontologie. Pour faire simple, c'est une manière d'être au monde qui infuse les représentations collectives, les croyances, la manière de produire le savoir, même de sentir, d'imaginer, et en fait, dont on a parfois vraiment du mal à se désaxer. Et donc, en tant qu'occidentaux modernes, on est le produit de cette culture qui est naturaliste et qui a tendance à séparer la nature et la culture. En gros, la culture des hommes et la nature, le cru et le cuit. Voilà, et ça infuse dans la science, dans la manière de faire de la science, dans la technologie, dans la manière de détruire l'environnement aussi. Voilà. Et donc ma première question, c'est sur cette, on va dire, division philosophique ou anthropologique des choses. Est-ce que ça, et par exemple sur la construction de la science occidentale moderne, qu'est-ce que ça vous évoque? Et par exemple, voilà, ça me fait penser. Enfin, je trouve qu'il y a de ça un peu dans chacun de vos ouvrages, dans Agrapha, parce qu'il y a tout un rapport à la science. Enfin, voilà, donc peut-être, voilà. Qu'en pensez-vous? Tu me tends une perche, mais pas poupe. Ah oui. En fait, j'ai du mal à commencer. Si quelqu'un est super au taquet, je préfère. J'ai besoin de chauffer. C'est large comme question. Oui,
Alors, enfin, je sais pas si je vais vraiment répondre à la question, mais en tout cas, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais et par rapport aux travaux de Descola, il y a effectivement, enfin, à la fois, il y a tout un courant de fait de l'anthropologie et notamment de l'anthropologie anarchiste qui voilà, qui fait une espèce de remontada en ce moment sur ces questions-là et sur notamment la question de notre place à nous en tant qu'espèce humaine dans l'ensemble du vivant comme une espèce parmi d'autres et qui vient questionner notre rôle là-dedans et notamment le rôle prépondérant qu'on a pris et qui est quand même une des raisons principales en fait, de la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui, à la fois en termes de climat, de biodiversité et de tout un ensemble de limites planétaires qu'on est en train de franchir allègrement les unes après les autres. Et moi, je trouve que c'est justement par rapport à ça vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a aussi tous les scientifiques du vivant en termes de biologie, d'écologie scientifique, etc., qui abondent aussi par rapport à ce discours des anthropologues. Et je trouve que c'est intéressant justement que les autrices et les auteurs s'emparent de ce thème-là. J'ai pas le sentiment que ce soit encore énormément le cas, pour être tout à fait honnête, et notamment pas d'ailleurs dans la littérature ni générale ni la littérature de science-fiction. Mais je pense que c'est important en fait de pouvoir proposer d'autres imaginaires que les imaginaires dominants en fait qui nous ont façonnés jusqu'ici. Et si on veut réussir alors j'ose même pas dire se sortir de cette situation-là, parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore vraiment de porte de sortie, mais au moins à faire quelques pas de côté et à effectuer quelques bifurcations pour ralentir un peu le désastre en cours. On a aussi besoin de nourrir la bataille culturelle, de nourrir les imaginaires d'une autre relation au monde et d'une autre place dans ce monde-là. Et je crois que la littérature a vraiment un rôle à jouer dans ce bouger civilisationnel. Donc tu préfères que je prenne le micro? Non, ça va. Ok. Non, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve intéressant aussi de se poser la question de ce que fait en fait le concept de nature. D'ailleurs, je sais pas si c'est Descola ou Morton qui le dit, j'ai un trou de mémoire, mais enfin, il faut toujours, enfin, le concept de nature ne nous a pas rendu service. C'est ce que dit Timothy Morton. C'est en fait ce concept-là crée plein de barrières, de frontières, et c'est un régulateur à double tranchant qui est assez extraordinaire. Alors moi, j'aime bien toujours m'interroger sur les binarités, que ce soit masculin, féminin, blanc, noir, et nature, culture, c'en est une autre, mais qui est vraiment ambivalente, parce que finalement, ni nature ni culture ne prend jamais l'ascendant. Alors je vais expliquer un peu ce que j'entends par ça. C'est-à-dire que la nature, ou ce qu'on appelle la nature, va servir aussi bien à exclure qu'à inclure des gens. Donc, par exemple, historiquement, le racisme a été particulièrement nourri par des discours qui faisaient des personnes racisées ou des personnes noires, en l'occurrence, des personnes qui étaient trop proches de la nature, c'est-à-dire en les animalisant, en les rendant trop près d'un état de nature. Et inversement, on se rend compte aujourd'hui, donc à d'autres endroits et dans d'autres formes de discrimination, donc par exemple au niveau des personnes trans dont je fais partie, on nous reproche au contraire un excès de technicité et de nous être éloignés de la nature. Donc on se rend compte que ce concept, il est régulateur, mais dans les deux sens. Et c'est ça, je pense, en tout cas, ce que j'essaie de faire avec ma fiction, mais aussi ce que je retrouve chez d'autres auteurs et autrices, c'est d'essayer d'avoir un processus en fait de désidentification par rapport à la nature et d'arrêter de valoriser soit être naturel ou ne pas être naturel comme des états l'un plus souhaitable que l'autre, et penser des choses plus complexes. Après, évidemment, je pense que d'autres aussi autour de la table auront envie de parler de Donna Haraway, mais d'avoir un rapport finalement beaucoup plus complexe à ce concept-là. Oui, et puis en fait, il y a pas mal d'animaux qui sont très culturels aussi, qui sont très cultivés même. Donc ça n'arrête pas de bouger. La définition de ces deux concepts qui sont
apparemment effectivement binaires, antinomiques et s'excluent l'un l'autre, n'arrêtent pas de s'interpénétrer. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est de les faire jouer les uns par rapport aux autres. Ce que Descola explique, c'est que cette séparation nature-culture n'a pas de sens hormis pour nous, et que c'est vraiment une construction mentale, effectivement, et sociale et éthique presque, mais qui ne cesse de s'effondrer d'une certaine façon sur elle-même et de se recomposer. Donc effectivement, on va balancer certains humains du côté de l'animalité, comme si tous les humains n'étaient pas du côté de l'animalité, et puis rebalancer les animaux dans une culture en disant mais attendez, ils apprennent, ils ont de la mémoire, ils ont des outils, ils ont un langage, du moins un système de signaux qui permet la communication. Donc moi là-dedans c'est le flou et les passages entre ces deux choses prétendument séparées qui sont intéressantes. Néanmoins, il faut quand même avoir les deux choses pour pouvoir passer de l'une à l'autre et puis les embrouiller bien. On ne fait pas d'omelette. Moi, ça me fait penser aussi plus généralement sur la tentation sur le sujet, en fait. Lorsqu'on écrit le récit, la nature comme altérité, et également quand les récits étaient squattés par les hommes, c'est le regard de l'homme sur la femme. Donc c'est tout ce qui n'est pas moi. Et en fait, il y a cette tentation chez les créateuristes de fiction ou artistes en général, de se poser comme le point de vue, le départ du point de vue, le départ du regard. Et du coup, la nature tombe très souvent, en fait, fait une partie de l'altérité parce qu'on s'extrait de la nature. Avec un peu de chance, au bout d'un moment, on s'extrait de sa mère et on arrive à la considérer comme autre chose. On se définit hors de cette matrice. On se définit hors de la nature. Et du coup, moi, ce qui me questionne, c'est comment faire en sorte ce que j'essaie de faire et que je n'arrive pas à faire, c'est comment faire en sorte de ne plus être moi. C'est-à-dire comment faire en sorte de réussir à poser un regard apaisé et serein sur l'altérité, sur ce qui n'est pas moi, aussi bien sur mes amis masculins, sur ma maman, sur la nature, sur les animaux. Et je crois que c'est un sujet qui est très politique parce qu'effectivement, il y a eu cette tentation, et c'est pas seulement le productivisme agricole, c'est pas seulement effectivement l'épuisement des ressources, c'est un tout en fait, c'est tout ce qui est extérieur à moi, je vais le bouffer ou je vais poser mon regard dessus. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, à attaquer parce que chez certaines personnes, c'est normal. Cette prédation-là, elle est normale. Chercher du récit dans l'altérité, chercher le récit de je sais pas, des métaphores d'hommes noirs qui courent et qui rappellent des gazelles ou de puissants lions. Enfin, on lit ça et certaines personnes vont juste pas être choquées parce que c'est comme ça que eux voient les choses, parce qu'ils rangent tout ce qui n'est pas eux dans un espèce de grand flou qui peut être la nature, qui peut être le féminin. L'objet d'ailleurs, parce qu'en fait quand tu dis reléguer certaines parties de la population comme ne faisant pas partie de l'humanité, c'est aussi reléguer dans la technicité, c'est pareil, c'est-à-dire toi tu es transgenre, tu es un objet de la technique, donc tu es un objet, donc et dont moi je suis le sujet. C'est un petit peu le même principe en fait. Et donc pour moi c'est le regard prédateur et on en est tous. Enfin, moi je m'estime une sorte de vampire du réel et il faut. C'est un combat à chaque mot, à chaque choix de mots que je pose sur une page d'essayer de. Et à la fois c'est on rejoint l'omelette de Céline Ménard. C'est compliqué parce que à la fois mon cerveau, il est là derrière. Il analyse mes émotions, il analyse ce que mes nerfs optiques me donnent. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à avoir un débat serein sur ce sujet-là, parce que c'est éminemment... c'est instinctif de résumer tout le reste à ce qui n'est pas moi, et donc je peux en faire ce que je veux, au moins par mon récit. Même si je le bouffe pas, je vais le rendre mien par mon récit.
Et c'est hyper dur, je trouve, de pas le faire, mais au moins c'est hyper chouette qu'il y ait ce débat, parce qu'on arrive à, on a un départ de quelque chose où on peut, enfin, c'est pas déconstruire le vrai mot, mais toujours se poser la question d'où je parle, quoi, et pourquoi je traite cette chose-là, cet objet-là, de la manière dont je le fais. C'est pas terminé hein, comme argument, c'est le début d'un truc. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis en essayant à nouveau de poser quelque chose qui puisse concerner vos travaux, enfin vos ouvrages, vos fictions respectives. C'est justement cette question du sujet, de faire l'expérience de l'autre et le comment dire. Ouais, de sortir un peu du sujet cartésien, enfin de l'héritage du sujet cartésien, et notamment dans les. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites, alors de manière très très différente, ressentir au lecteur ou à la lectrice. Dans Plasma par exemple, j'ai l'impression en le lisant, alors je ne comprends pas tout. Mais surtout que les personnages, qui soient humains ou non humains, sont toujours saisis par leur interaction avec le milieu dans lequel ils évoluent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à plusieurs moments, et même quand il s'agissait de paysages humains, de personnages humains, pardon, un détail, voilà, quelque chose, notamment la première histoire, pardon, qui en fait présente des trapézistes qui sont en train de faire de s'élancer, de faire des exercices de trapèze avec des combinaisons qui permet à des êtres, les Björg, de prélever des données. Et c'est une nouvelle, encore une fois, je sais pas si on dit nouvelle, plutôt une histoire, c'est pas grave, dans laquelle on perd toute notion de haut, de bas, on n'a que des vecteurs, des directions, et puis cette sensation en fait du mouvement, de la dynamique. Et il y a d'autres plein d'autres exemples en fait, où le personnage qui passe tous les jours sur le même tapis d'hôtel, et comment dire, la sensation qu'il a, l'amorti qu'il a, la répétition, en fait, ça nous donne directement une espèce de vision comme ça, de son rapport au monde, enfin de comment dire, voilà, enfin des petits exemples comme ça. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, ou est-ce que je continue Je peux dire que en fait c'est à chaque fois c'est des histoires de corps, et de corps dans le corps est jamais, enfin rarement dans le vide intersidéral, il fait pas long feu, et donc c'est certainement ça qui est le plus commun aux 10 histoires, aux nouvelles, enfin je sais pas s'il y en a 10, mais et je sais plus là, mais c'est effectivement j'essaye de plonger à chaque fois, que ce soit des personnages humains ou pas tout à fait, ou presque, ou pas du tout, dans le corps de ce qui est en train de sentir, de voir, de se repérer dans son environnement, et j'essaie de déplacer complètement, sans référence justement à l'œil humain, à la position verticale, à la position debout sur la terre, etc. Ça peut être n'importe où, on peut être dans l'eau, dans le ciel, dans l'air, dans la terre, et je préviens pas, et on comprend pas forcément tout de suite, j'espère qu'on comprend plus tard quand même, où on est et dans quel sens on est, parce que c'est pas évident, et j'aime beaucoup brouiller tout ça, parce que on lit toujours, évidemment, avec notre culture, et il y a une façon de pouvoir s'en débarrasser un instant. Évidemment, on s'en débarrasse pas. On n'a pas un œil de paresseux, une tête de chauve-souris, un truc, tu vois, ce qui serait génial, quoi. Mais on peut essayer de tendre vers des perceptions inhabituelles, le plus possible. Alors, ça fait quelque chose d'étrange, forcément,
quand ça marche, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, de déplacer le point de vue. Évidemment, il restera toujours humain, mais aux limites d'imaginer ce que c'est tout simplement que la position, ou qu'un arbre pour un écureuil, c'est pas un arbre pour nous, hein. Un arbre pour un écureuil, c'est pas forcément vertical, c'est horizontal, parce que c'est une forêt, c'est un réseau. Et de faire ces tout petits déplacements, c'est simple, hein. Mais si on inverse le haut et le bas, par exemple, ce qui est simple, bah, ça complique tout quand même. Enfin, ça change tout. Et ces changements de perspective et aussi de texture de ce qui nous entoure de façon très, très immédiate, qui change complètement les récits, les perceptions et l'imaginaire. C'est la notion du temps aussi, je trouve, dans Plasma, ça m'a vraiment frappé. Que tu t'arrivais vraiment dans certains textes à bouleverser la notion du passage du temps. Oui, ralentir énormément ou être super fulgurant et brouiller tout, parce que en fait, rien n'est évident. Et c'est peut-être juste parce que je peux plus rien lire d'évident. Du coup, cette notion un peu d'être plongé, comment dire, dans quelque chose qu'on met du temps à comprendre au niveau me fait penser au recueil Chauves de Luvan, ou à Susto aussi, qui est un roman non seulement polyphonique, mais avec plus de 20 personnages. Et puis, c'est pas polyphonique, genre on passe d'un point de vue à l'autre. Et justement, comment dire, d'éclater les points de vue. Donc, est-ce que ça te parle également cette idée ? Ben en fait, ouais, c'est un petit peu une recherche, c'est une façon. Quand on écrit de la fiction, il y a toujours effectivement le diktat du roman classique ou du motif. Et du coup, quand on dit ton prénom m'échappe. Corinne. Quand tu disais, Corinne, qu'il y avait très peu de fiction ou que ça commençait à s'approprier un petit peu différentes façons de voir la nature. C'est aussi une des raisons, parce qu'effectivement, dans la fiction, si tu écris un roman, c'est très compliqué de s'abstraire. En fait, pour moi, c'est trop général ce que je dis. Si je rentre dans un roman classique, je vais avoir du mal moi personnellement en tout cas, à proposer à traiter différemment du sujet ou à proposer un autre point de vue ou à essayer de faire des basculements, etc. Et du coup, effectivement, l'éclatement, je crois qu'il n'est pas venu, typiquement, Sousto, il n'était pas voulu. Je voulais pas faire un roman choral, je voulais faire un roman où il y avait 3 personnages. C'est un triangle amoureux. Et je me retrouve avec, d'un seul coup, il y a eu une vieille dame, après il y a eu un enfant, enfin bref, d'un seul coup, il y a eu plus de 20 personnages. Et c'est venu à l'écriture parce qu'en fait, je pouvais pas écrire ce que je voulais écrire sans éclater. Et c'est venu comme ça. Et à Grapha, je m'étais dit, bon, ça va être une histoire de monstre au Moyen-Âge. Et en fait, c'est devenu un roman pseudo-érudit où j'ai inventé, où j'ai reconstitué une nouvelle langue, etc. Parce que au moment d'écrire cette histoire sur le Moyen-Âge, je me suis aperçue que, en fait, encore une fois, si je voulais vraiment me transporter moi pour écrire au Moyen-Âge, il fallait que j'ai une autre langue. Parce que notre langue contemporaine, peut absolument pas rendre la réalité, pour moi en tout cas, de ce qu'était vivre dans ce cosmos-là, qui était un cosmos différent, où les étoiles brillaient plus, où il y avait des milliers d'autres espèces d'oiseaux probablement et de plantes. Quand on regarde le Gaffio, qui est un dictionnaire que les latinistes connaissent, hein. Et en fait, il y a plein de références à des plantes. Enfin, on voit un nom et c'est marqué plante inconnue. Voilà, mot en A, plante inconnue. Et juste la traduction, c'est plante inconnue, mais on peut imaginer qu'il y avait beaucoup d'autres espèces de plantes, beaucoup d'autres espèces d'oiseaux. Donc dans Agrapha, j'en invente complètement, parce que de toute façon, c'est souvent des noms vernaculaires de toute manière. Et ça, c'est un autre sujet sur l'appropriation du réel en faisant de la taxonomie, etc. Taxonomie, hein. Nimi, bon bref, Nomi.
Et pourquoi il dit ça? Oui, donc c'était pas le projet, je vais écrire un roman médiéval avec une langue médiévale. Enfin, c'est vraiment juste, je pouvais pas atteindre cette réalité-là avec ma langue contemporaine. Donc, c'est aussi, il y a peut-être plus de volonté de s'approprier de se désapproprier des motifs, mais peut-être que, je sais pas, ce serait intéressant de savoir à quel point certaines personnes vont pas au bout de leur projet parce que se sentent pas en confiance, ont pas envie de péter la forme du roman parce que il ou elle veulent se faire publier. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que du coup ça manque pas de naturel parce qu'il y a ce diktat-là? Et moi je suis très très à l'aise avec tous mes 2 éditeurs pour leur proposer des choses différentes. Ça c'est parce qu'effectivement même la notion du temps par exemple, on pète pas facilement par exemple les films. Un film, pour moi, une des cinéastes qui adresse la nature, c'est un néologisme ça, qui enfin bref, qui en tout cas parle de ce qui n'est pas forcément nous, ou de nous dans ce qui n'est pas forcément nous, c'est Ariane Michel. Je sais pas si vous voyez qui est cette personne. Ariane Michel, c'est une vidéaste, et du coup, c'est une vidéaste d'art. Du coup, elle est programmée dans des galeries ou dans des festivals, ce qui est bien dommage, parce que pour moi, ça pourrait juste être en salle. En fait, elle a commencé, elle a eu un switch à un moment où elle s'est promenée dans les décombres après une tempête avec sa chienne. Et en fait, elle a filmé avec une mauvaise caméra, c'est super moche, avec les verres sur. Enfin, c'était vraiment juste, elle a emprunté à son père une pauvre caméra toute pourrie. Et en fait, sa chienne se baladait tout le temps à l'image. Et elle voulait pas en faire un film, mais en fait, quand elle a déroché, elle s'est aperçue qu'en fait, il y avait un point de vue qui était en fait sa chienne était devenue le point de vue de cette expérience-là, parce que sans s'en rendre compte, elle suivait les mouvements de sa chienne qui allait. Quand toutes les personnes qui ont un chien se rendent compte qu'ils vont dans des endroits un peu que nous on n'irait pas explorer nécessairement, y compris les crottes de renards par exemple. Mais bon. Et du coup, c'est devenu. Elle s'est dit maintenant je vais faire ça. Donc par exemple, il y a un de ces films qui m'a complètement troublée, dont je me aucun souvenir du nom. C'est on est avec des otaries qui font la sieste sur un rivage rocheux. Et en fait, le début du film, enfin, j'ai commencé à regarder le film et j'étais là, mais quel ennui, quoi. Enfin, c'est juste, on est à ras de rochers et il se passe vraiment juste rien. Et en fait, au bout d'un moment, c'est complètement hypnotique et on est hyper bien. Alors, je sais pas, on est là, on fait la sieste et il y a les otaries qui respirent très fort et puis d'un seul coup, il y a une espèce de petite barcasse qui passe au loin, mais ça fait un bruit. Enfin, dans le silence, ça fait un bruit il s'approche, puis après il repart. Et c'est tout. Le film, c'est que ça. Et en fait, c'est complètement addictif. Et c'est juste génial. Et c'est pas un film. Enfin, et du coup, elle est vidéaste expérimentale et elle passe en galerie, ce qui est complètement. Par exemple, Derrick à côté. Donc ouais, et après c'est ça qui est. Si elle voulait vraiment se faire produire à Hollywood ou sur Netflix, elle ferait pas ça. Enfin, c'est aussi. Et du coup, on dit qu'elle est expérimentale, alors que elle, pour elle, c'est naturel, quoi. Elle pose sa caméra là et ses micros là, et on est avec des otaries. Donc c'est un peu ça aussi. Je me dis, faisons péter la forme des choses, quoi. Il y a je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font, dont on parle pas beaucoup parce que c'est peut-être une expérience sur le web ou c'est peut-être une. Enfin voilà, Ariane Michel, j'ai découvert complètement par hasard en fouinant sur internet, en procrastinant, on va dire. Donc il y a plus qu'on pense, je crois, mais comment faire. Ouais, non, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Et du coup, là, je pensais à Là où le feu et l'ours, parce que donc là, on a parlé de d'œuvres qui font complètement exploser les codes de la narration. Là où le feu et l'ours, c'est un roman, c'est un parcours, c'est un cheminement. On chemine avec les personnages. C'est un roman pour le coup qui s'appréhende assez facilement. Enfin, qui a quelque chose d'une fable avec des personnages identifiables. Après, voilà, il se passe quelque chose, je dirais, au milieu du roman qui, on va dire, renverse notre point de vue, d'une part, et d'autre part, on a aussi la sensation d'être dans un
un monde un peu imaginaire. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un glossaire qui indique que tout est vrai et tout ce sur quoi tu t'es appuyé en fait comme recherche. Et là, on se rend compte que ce qu'on a lu comme un conte, quelque chose d'un peu imaginaire, en fait, c'est voilà le résultat de recherche sur d'anthropologie, de signification, de rite. Enfin, voilà. Oui, alors d'abord effectivement sur la forme et sur le caractère très accessible et finalement assez classique dans la construction romanesque. Au départ, c'est un roman jeunesse. C'est un roman destiné. Alors, c'est un truc un peu pénible en fait. Moi, je découvre tout le milieu de la littérature depuis pas très longtemps, et il y a un format dont j'ai l'impression qu'il n'existe plus dans aucune case, qui est le roman tout public. En fait, c'est un roman tout public à partir de 11 ans, sans limite d'âge, mais ça n'existe plus. Donc, il apparaît comme un roman jeunesse, plutôt ado, jeune adulte, mais voilà, c'est plus large que ça. Mais en tout cas, au départ, il y avait quand même ce souci-là, et donc voilà, il y a une forme assez classique en termes d'arc narratif, de personnages, de succession d'aventures, d'épisodes, de rebondissements, etc. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais là-dessus, parce que en fait, moi, ce roman-là, en fait, il est vraiment parti d'une image. Voilà, alors je veux pas du tout tomber dans la mystique de l'autrice qui a des visions qui lui apparaissent et qui lui imposent de se lever à 3h du mat pour écrire, ce qui est pas mon cas. Mais en tout cas, il y avait quand même cette image qui s'est imposée à moi d'une manière totalement énigmatique, qui était l'image d'une femme allaitant un ourson, le portant à son sein et allaitant l'ourson. Et en fait, c'est vraiment ça le déclencheur, hein, qui a ensuite aimanté tout le reste et le point de départ de tout le roman. Et il y a effectivement cette construction, c'est-à-dire c'est un roman imaginaire dans lequel on a l'impression, voilà, qui est pas situé géographiquement, qui est pas situé dans le temps, donc que certains lisent comme un roman post-apocalyptique, mais que d'autres lisent comme un roman au contraire qui pourrait se passer dans des temps archaïques, presque mythologiques. Donc d'où le côté conte. Mais avec un parti pris de ma part qui était de ne faire intervenir aucun élément de magie, de fantastique, de surnaturel. Donc il y a rien de magique, et il y a effectivement ce glossaire à la fin qui s'appelle Tout est vrai, qui permet de réatterrir en fait après ce voyage dans un monde merveilleux imaginaire, de réatterrir sur Terre ici et maintenant, et d'adresser aussi presque une invitation à la lectrice, au lecteur, de dire voilà, maintenant que l'imaginaire est nourri, réouvrez les yeux sur le monde qui nous entoure, parce qu'en réalité tout en est tiré. Tout ce qui fait la matière de ce roman-là, elle existe déjà sous nos yeux, pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments d'utopie et des éléments de dystopie qui sont mêlés. Et ça, c'est pour la forme. Et puis ce que je voulais dire aussi par rapport à l'état de nos discussions là, c'est que il y avait vraiment cette envie d'aller explorer ce que ça donne en fait un ours élevé par une femme. À la fois parce qu'il y avait un espèce de contrepoint, parce que j'étais voilà, je lisais pas mal sur l'ours à ce moment-là, et j'étais un peu saoulée en fait par l'image qui a pendant longtemps été donnée de l'ours comme un animal vicieux, prédateur, avec toute une mystique autour de l'ours qui enlève des jeunes filles pour les violer. Et j'avais envie d'inverser le propos, en fait, et que ce soit l'ours qui soit en situation de vulnérabilité à l'état d'enfance, et que la femme ne soit pas violée, mais au contraire soit une figure maternelle vis-à-vis de cet ours. Donc d'inverser complètement cette mystique et cet imaginaire, puisqu'il s'agit justement de décoloniser un peu nos imaginaires. Et donc de voir ce que ça donnait. Et je voudrais mentionner un texte qui est vraiment, pour moi, qui a vraiment été très important, même si je l'ai découvert en cours d'écriture, mais qui est venu renforcer plein d'intuitions que j'avais, qui s'appelle Retour au temps du mythe, de Baptiste Morisot et de Nastasia Martin, qui évoque justement les êtres de la métamorphose, c'est-à-dire ces périodes où surgissent des êtres qui sont des êtres de la métamorphose, des êtres hybrides, des êtres qui n'ont pas encore été assignés socialement parlant, qui n'ont pas encore trouvé leur case, qui n'ont pas encore été mis dans une case en termes de position sociale,
Et je trouve que, enfin voilà, en tout cas, ça s'applique pour moi complètement à ce personnage d'ours qui grandit entouré d'êtres humains, mais qui reste un ours, qui se met pas à parler, qui se met pas à avoir un comportement humain, mais qui est quand même influencé par cette proximité-là, et donc qui essaye de jongler entre ces différentes identités, mais qui pourrait aussi bien, voilà, dans du roman peut-être davantage de SF, ou en tout cas dans ce que j'imagine être ton roman Saul, pourrait aussi s'appliquer complètement à des intelligences artificielles, à des bots, etc., comme être de la métamorphose, voilà, qui n'ont pas encore cette assignation sociale et qui sont donc encore libres, d'une certaine manière, de se positionner et de changer de position et d'aller explorer ces différents champs-là. Minimou. Oui, c'est bon. Du coup, ouais, j'ai juste à rebondir par rapport à ton l'ours à l'été, où une des citations d'Agrafa, en fait, est tirée du mur invisible, je crois qu'ils l'ont traduit en français, de Marlène Haushofer. Ouais. Et du coup, elle dit qu'elle rêve, en fait, qu'elle enfante ces animaux. Et ma citation, c'était, sans le contexte, tout ça ne fait pas sens, je me souviens plus bien. Ces rêves ne font pas sens parce que je les dis avec des mots humains. Et du coup, elle dit qu'il faudrait raconter ses rêves avec des bouts de bois ou des pierres sur un sol en sable. Je trouve ça super beau parce qu'effectivement, ça rejoint cette volonté, enfin, ce dilemme dont on parle là en ce moment. C'est le non humain, comment le décrire, et qu'est-ce que le non humain d'ailleurs, c'est hyper moche. C'est déjà bon, bref, faut pas dire non humain, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faudrait dire quoi? Ouais, ou il faudrait dire tout. Le cosmos. Et juste un petit conte finlandais, je sais pas si t'es tombé dessus, j'ai une copine conteuse finlandaise qui nous avait raconté un conte. Est-ce que t'es tombé dessus sur l'amour entre un ours et une femme? Et à la fin, l'ours finit par céder à l'amour de la femme, mais voudrait céder à l'amour de la femme, mais il lui dit, mais écoute, en fait, entre nous, c'est pas possible parce que je suis une ours. Et la femme dit, bah, c'est pas grave. Et c'est un conte traditionnel, genre Perrault et tout. Et je trouve ça hyper mignon parce que ce qui bloque l'ours, c'est que c'est une ours. Et puis la femme, elle dit, ouais, c'est pas grave. Et j'adore la morale, la non-morale des contes finlandais, quoi. Elle est super belle, cette histoire. Alors, merci, je suis pas tombée dessus, donc du coup je vais regarder ça. Le mur invisible de Marlène Haushofer, pour moi c'est vraiment un livre aussi qui a été très important. Et juste avant de rendre la parole, mais en l'occurrence un des livres qui m'a le plus influencé sur cette question-là, et d'où est sans doute venue cette image, au moins en partie, c'est L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak, enfin voilà, avec des personnages d'ours, alors pour le coup qui restent dans l'ours libidineux, etc., mais avec une telle candeur et une telle naïveté que voilà, qui vont mater les femmes les nuits de pleine lune, etc. Enfin, il y a un truc, je trouve, autour de ce livre sur justement la dimension mythologique, archaïque de ce renouvellement de la vision de l'Éden au moment où les êtres humains et les animaux vivaient en harmonie, parlaient des langues communes, etc., qui est pour moi un des bouquins les plus forts sur ce sujet-là. Du coup, j'ai une petite question pour Saul. Peut-être d'une part, est-ce que tu aurais envie de rebondir sur ce que disait Corinne juste avant, justement sur ces êtres qui n'ont pas encore d'assignation sociale, qui rappellent beaucoup le statut des bots dans la séquence Hartman? Alors oui et non, parce que moi quand j'ai commencé à écrire ce roman, bon, pour plein de raisons, j'avais des idées, etc., mais une des choses qui m'a fait venir l'envie d'écrire sur ce thème, c'était d'avoir vu beaucoup de choses, notamment au cinéma, sur des robots qui font la révolution pour s'émanciper. Donc c'est finalement un copier-coller des histoires d'émancipation humaine. Un individu émerge, aide les autres à se libérer, quel que soit le sens du mot liberté d'ailleurs. Et puis c'est un peu comme ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça s'arrête là et on voit jamais ce qui se passe. Et du coup, moi je trouvais intéressant de me dire,
finalement, qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois que les gens ont clamé qu'ils étaient des individus, qu'ils ont obtenu un certain nombre de droits, comment le rapport de force il continue en fait. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a des droits ou qu'il y a écrit quelque part dans les lois ou ailleurs qu'on est les égaux, les égales de qui que ce soit, qu'en fait c'est ce qui se passe. Enfin, on le voit très bien dans notre monde contemporain. Donc en fait, les bots qu'on rencontre dans la séquence Hartmann font partie de la société, ils sont intégrés, ils peuvent travailler, ils ont un logement, ils sont soumis au même système de points et de pénalités que les êtres humains, ils ont des relations amoureuses, amicales avec elle et eux. Enfin, finalement, c'est une société où les bots sont intégrés et incorporés, mais avec un champ conflictuel extrêmement fort et des positions très variées. Et ça aussi, ça me paraissait très important, c'était de pas faire les bots contre le reste du monde avec, par exemple, des anti-bots, mais de montrer qu'il y avait plein de positions, en fait. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et les gens qui sont sont pas pour les mêmes raisons. Les gens qui sont contre ont des raisons diverses d'être contre. Puis il y a des gens qui sont ni pour ni contre, mais pareil, de plein de manières différentes. Donc, ces bots vivent finalement dans le monde humain, et Asha, par qui on découvre ce monde-là, donc qui est une bot et qui en plus est trans, donc elle a plusieurs raisons de se sentir altérisée dans ce monde-là. Elle, son problème, c'est elle cherche à penser sa condition et elle trouve pas la langue. Et ça fait vraiment écho à ce que Louvain disait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, on est obligé de se penser avec une langue qui n'est pas la nôtre, ou avec des catégories qui transportent avec elles des charges de violence, ou qui emprisonnent d'une certaine manière la pensée. Et tout le travail d'Asha, c'est d'essayer de trouver, de combler ce trou de langage, ou de trouver des moyens de dire, on a une existence, on est aussi bien que les humains, et en même temps, quand elle dit ça, elle dit non, parce que finalement, dire on est aussi bien que, c'est encore se mettre en position de égaler des créateurs, donc ça marche pas. Et en même temps, pourquoi faudrait-il être humain ? Elle dit souvent, voilà, on a une corporéité, donc le fait d'avoir un corps qui nous est propre. Et moi, j'ai tâché dans cet ouvrage de dévier aussi un peu de son projet, parce que déjà, elle est percutée par la vie, il lui arrive plein de choses, au moment même où elle essaye d'écrire et de penser cette chose-là. Et puis aussi parce que je trouvais intéressant de dire, mais ces questions n'ont pas de réponse. Et que, à mon avis, c'est un projet épistémologique qui devrait nous intéresser. C'est-à-dire tolérer que les choses soient complexes, arrêter de chercher la réponse ultime comme on cherche la nature ou le héros, enfin, toujours cette espèce d'élément qui va fournir une clé et tout débloquer, et se dire plutôt, comme dirait Donna Haraway, on va vivre dans le trouble, on va accepter que c'est le bordel, qu'on n'a pas les bons mots, que probablement il n'y a pas de réponse, et juste essayer de faire émerger non pas une subjectivité bot ou animale ou autre chose, mais plein de subjectivité, faire proliférer en fait les manières de se parler et de se voir. Parce qu'au fond, le roman raconte ça, c'est comment deux personnes arrivent à se voir. Elles sont ni opposées, ni identiques, elles sont les deux en fait. Voilà. Ça ouvre plusieurs pistes de questions que j'avais. Je vais commencer par la première, puis ça se trouve, en fait, l'autre va trouver sa réponse dans vos réponses. Bref, mais c'est justement par rapport à la science, au fait de de voir des solutions, de comprendre les choses. La science n'est pas forcément simple, justement, c'est pouvoir aussi appréhender des phénomènes complexes. Et il y a un passage dans le livre moi, qui m'a pas mal marqué. Enfin, tous les passages, en fait, presque des interludes, en fait, où on raconte, en gros, un peu la généalogie quoi, des bots, comment ils sont trouvé leur autonomie, mais aussi les recherches qui ont été faites par différents, enfin notamment un personnage dont on raconte alors ces recherches. Alors j'aurais du mal à les résumer ici parce que, mais en gros, elle sort de l'appréhension des sciences, on va dire des sciences dures pour passer à une appréhension incomplète qui ouvre plus de place à l'interprétation. Et puis le passage continue et en fait on raconte sa vie et j'ai trouvé ça m'a vraiment je sais pas, c'est incroyable parce que du coup je me dis bon allez on passe, c'est un moment un peu
un moment un peu à part, et puis en fait on rentre dans la vie de cette femme qui, en plus d'être scientifique, voilà, son quotidien, et je me dis oui, c'est marrant, ça fait sens, et je trouve ça représente bien le livre, en fait, ce passage-là. Et du coup, ma question porterait sur le rapport à la production du savoir, à la science, parce que donc on l'a dit chez Louvain, il y a différents personnages de scientifiques. Quand même, il y a dans Agrapha tout un rapport à la recherche sur les langues. Donc voilà, j'en ai parlé pour Saul, pour la séquence Hartmann. Il y a quand même, je trouve, une réflexion assez poussée, enfin en tout cas, ouais, sur la place des sciences, sur la réflexion philosophique et scientifique. On a parlé aussi de tout le soubassement anthropologique dans ton roman, Corinne. Et puis, il y a un peu le balayage. Plasma, c'est un livre où il y a énormément de mots scientifiques. Il y a toute une taxinomie, comment dire, alors qui a cet effet assez étrange, que c'est très précis. C'est toujours très précis, mais comme on le disait, on arrive sans explication dans un moment, dans une sensorialité. Du coup, c'est presque voilà, on n'est pas dans de la littérature explicative du tout. C'est même presque l'inverse. Mais par contre, voilà, les mots scientifiques, même si on les comprend pas tous, ont quand même quelque chose de très évocateur. Donc voilà, c'était voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cohérence dans cette question, mais c'était sur votre rapport justement à la science, et aussi du coup, question dans la question, et peut-être notamment pour Saul et dans le cas de Saul et dans le cas de Céline, vos recherches, quel genre de recherche vous avez faites pour écrire ces livres? Tous azimuts. En gros. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le mélange qui m'intéressait de faire, c'était entre la technicité. Donc, ça passe par le langage, forcément, puisque c'est ma matière. Et que la langue ne nous appartient jamais. Et c'est pour ça qu'on continue à parler, et à chercher, et à se gourer, et à essayer d'être toujours précis pour, en fait, se rendre compte que ça n'est jamais assez. Mais ce mélange, en tout cas, entre technicité et le mot juste, que ce soit un outil, que ce soit un concept, et l'espèce de presque d'impossibilité à dire la sauvagerie, c'est cette articulation-là aussi qui m'intéresse. Et c'est peut-être là qu'est le métamorphique ou la métamorphose dans notre imaginaire humain entre ce qu'on appelle l'animalité ou la pulsion et la grande technologie, la grande précision technologique, y compris biologique, à laquelle on est arrivé. Et moi, je me demandais si dans le roman de Saul, il y avait ça, cette idée de la métamorphose, comme le manifeste cyborg et tout ça, du côté technicité, implant, machin, avec du plasmode, quoi, je dirais, le truc unicellulaire sans cerveau qui fait tout quand même. Pas tant, parce qu'en réalité, les bots sont quand même victimes d'une histoire dans le roman, qui est en fait que les bots existent pas parce que c'est merveilleux de créer des bots, mais parce que on s'est dit que ce serait super d'avoir des esclaves robotiques qui feraient tout à notre place, jusqu'au moment où, bien sûr, il et elle se libèrent, mais je mets des guillemets parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, la manière dont je l'ai traité, c'est en faisant un pas de côté, parce qu'en fait, les bots sont beaucoup dans l'auto-édition et sont beaucoup dans la modification corporelle. Et on s'attend à ce que Asha, qui en plus est une bot trans, soit dans l'hyper-modification corporelle. Enfin, en tout cas, vu que la perception actuelle de la transidentité, qui est vue comme une espèce de super-modification de soi, on s'attendrait à ça. Alors qu'en fait, Asha est pas tellement dans l'auto-édition. Et comparé aux autres bots, d'ailleurs c'est dit à plein de moments, elle n'intervient pas tellement sur son propre corps. Par contre, elle va revisiter des endroits de sa biographie, et notamment le moment de son incarnat, c'est-à-dire le moment où
En fait, elle est hébergée dans un serveur, et puis le moment où elle dit, ouais, en fait, je veux un corps, c'est sûr. Ce qui est différent des gens qui ont été incarnés dès leur naissance pour servir les humains. Donc là aussi, il y a des différences d'expérience. Donc, moi, j'emploierais pas le mot de métamorphose, parce que pour moi, ça s'applique pas, en fait, à ce que j'essaye de faire. C'est plutôt des gens qui adviennent, en fait. Voilà. C'est des gens qui essayent de se réconcilier avec ce qui est là, ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent changer, mais aussi ce qu'ils peuvent pas changer. Et c'est plutôt ça qui m'a intéressé, mais aussi parce que voilà, ça traversait probablement des endroits d'expérience personnels. Voilà. Mais la métamorphose, je pense qu'à un moment donné, je vais m'y coller. C'était juste pas le projet pour la séquence Hartmann. C'est hyper compliqué ce truc de bot transgenre là. Bah, c'est pas plus compliqué que d'être un humain transgenre, je dirais. Bah, oui, mais je veux dire, s'ils peuvent faire n'importe quoi au départ. Enfin, n'importe quoi, s'ils peuvent choisir. Si un bot, s'il est dans l'auto-édition. Enfin, je sais pas si c'est le cas, il faut que je lise le bouquin là. Je l'ai acheté, hein, voilà. Ça m'intéresse bien. Mais s'il est dans l'auto-édition, il n'a pas. Enfin voilà, il a qu'à faire ce qu'il veut, se faire pousser des ailes aussi. Bon. Alors c'est un peu ça, même s'ils n'ont pas d'ailes, mais ils choisissent pas le premier corps. Voilà, le premier corps qu'on leur donne, c'est déterminé par l'algorithme, et on leur dit bah voilà, vous serez hébergé dans le modèle machin chouette, et ces modèles-là sont sexués et genrés, puisque les humains, on est très doués pour faire ça. Donc, on leur a fait ce magnifique cadeau de l'assignation genrée. Mais c'est vrai que c'est une piste. On aurait pu imaginer un endroit où ces intelligences artificielles auraient beaucoup plus de pouvoir et pourraient dire dès le départ, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Mais en fait, ce que dit Acha, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et qu'au fond, c'est pas la question. C'est que même si on choisit tout dès le départ, on reste pas la même personne. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec d'autres auteuristes, mais on n'a jamais dans le contrôle total. Je veux dire, même dans l'espace du roman où soi-disant on contrôle plein de choses, on le contrôle le temps de l'écrire, et puis quand on y revient 10 ans plus tard, on se dit oh là là, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Ou au contraire, c'était génial, mais il n'y a pas de, enfin, cette espèce de fantasme de je vais tout choisir, donc la vie sera beaucoup plus simple. Ça me paraît quand même être globalement une illusion. Et j'ai oublié quelle était la question dans la question dont tu parlais tout à l'heure. Mais je me rappelais que ça m'avait évoqué un truc super, mais ton rapport à la science. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais dire. Moi, j'ai travaillé sur ça dans le roman, parce que souvent, quand dans la science-fiction, on parle d'une technologie qui fait advenir des bots ou des intelligences artificielles, on voit toujours ça comme étant beaucoup le terrain des ingénieurs, mais aussi, j'allais dire ingénieureux, mais en fait non, des ingénieurs, parce que c'est souvent des mecs. Et c'est parce que dans le monde réel, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et en ce moment, on vit une phase où, moi je trouve en tout cas qu'on est quand même dans un scientisme qui est quand même très avancé. On existe encore beaucoup dans des imaginaires où la science va nous sauver. Dans n'importe quel appel à projet de fac, c'est l'innovation. On passe son temps à réexpliquer que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien, mais voilà. Donc dans la séquence Hartmann, il y avait aussi cette idée de dire ok, la technologie, c'est très intéressant, mais c'est pas le domaine des gens qui font les technologies, ou enfin c'est pas leur domaine réservé, ça ne leur appartient pas en fait. Et les sciences humaines, ou les arts, les lettres, les langues, on a autant de trucs à dire sur ces technologies, déjà parce qu'on va s'en servir, on est des usagères en puissance, mais aussi parce que on est aussi des scientifiques. On n'est peut-être pas dans la science dure où on va fabriquer le composant dans le laboratoire, mais on est capable de penser cette chose-là. Alors après, on va me dire, oui, mais il y a plein de gens qui font ça, la tour d'Escola, etc., Haraway. Oui, mais finalement, ça pénètre assez peu, je trouve, enfin trop peu à mon goût, dans le débat public. Et donc, effectivement, il y a un peu un jeu de piste dans les interludes où on suit d'abord des gens qui font de la programmation informatique, et ça, c'est assez attendu. Ce qui est un peu moins attendu, c'est que c'est un couple gay interracial. Bon, voilà, ça amène un certain nombre de choses. Et puis après, on a cette philosophe qui essaye justement de penser ce que pourrait être une intelligence artificielle avant même que ça existe. Et ça aussi, ça me paraissait intéressant. C'est-à-dire que la poussée de vie ou la poussée technologique, elle existe dans les imaginaires avant même d'exister dans l'aspect concret de la puce ou de l'ordinateur ou que sais-je. Alors, bon, j'avais éventuellement d'autres questions, mais peut-être on peut prendre un petit temps pour savoir s'il y a des questions dans le public.
Alors, je recommence pour Saul. J'ai pas lu ton roman, mais cette histoire de transidentité, de bots, donc d'êtres a priori technologiques qui se cherchent, ça me fait un peu penser à la dernière BD, je crois, de Mathieu Bablet, Carbone et Silicium. Je sais pas si tu la connais. Non. Non, alors on m'en a parlé, mais on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais après, évidemment, si un point t'a interpellé, peut-être qu'on peut en parler. Non, les sujets me semblent se rapporter, mais donc, si tu l'as pas lu, là, ça coupe court à la question. Donc, du coup, je ne peux que te le recommander. Merci. Alors, si on parle recommandation, est-ce que, donc toujours pour vous, est-ce que vous avez vu l'épisode de Star Trek dans The Next Generation où Data, qui est un androïde, crée la vie et crée une androïde. C'est un épisode absolument magnifique. Et justement, c'est un androïde qui n'a pas de genre et qui va décider, en fait, si elle veut être une femme, un homme, ce qu'elle veut. Et c'est un très très bel épisode. Je l'ai pas vu. Et bah merci beaucoup. Mais c'est vrai que ceci dit, Star Trek a toujours été intéressant. Bon, moi, je suis loin d'avoir tout vu, hein, mais parce que faudrait avoir un an de vacances pour tout voir véritablement. Mais sur les questions de genre, m'a toujours semblé assez intéressant. Après, j'avoue, alors c'est peut-être aussi que j'ai pas encore trouvé comment s'occuper de cette question-là. La question de choisir son genre à volonté, pour le moment, ça fait pas hyper écho. Et je crois que, en tout cas, dans la séquence Hartman, je préférais, mais encore une fois, ça renvoie peut-être à des choses où j'étais à ce moment-là, préférais parler de l'assignation. Parce que, bon, bah, dans l'idée, la page blanche, pourquoi pas. Mais cette idée de page blanche, moi, me trouble énormément, y compris dans les débats qu'on peut avoir actuels autour de, par exemple, les éducations non genrées ou ce genre de choses. Et je préfère montrer finalement des gens qui se débattent avec tout ce qu'on leur a amené et ils et elles n'ont pas choisi, plutôt que d'imaginer l'absence de genre. Et moi, ça me fait beaucoup écho ce que vous dites, là, l'épisode de Star Trek, sur les cours que je peux donner sur les questions de théorie du queer à des étudiants et étudiantes en design, et qui me disent toujours dans leur copie à la fin du semestre, non mais la solution c'est de dégenrer. Je dis, mais je sais pas comment on dégenre en fait. Moi je préfère qu'on se frotte au genre, qu'on multiplie les genres, qu'on le hack, mais dégenrer ou l'idée du neutre, et ça invalide pas du tout les identités non binaires, hein. Enfin en tout cas c'est pas mon intention. Surtout que je me suis identifiée à un moment donné comme telle. Donc c'est pas pour dire il peut pas y avoir un ailleurs des genres existants, mais voilà, ça m'interroge beaucoup et j'ai pas encore trouvé le moyen de l'aborder de cette manière. Oui. Je vais essayer de faire une question. C'est plus une remarque-question. Juste avant, j'étais au talk sur les cyberpunk et l'imaginaire d'un impossible techno-futur. Et sur la scène, il y avait que des hommes. Et du coup, là, maintenant qu'on est sur les éco-fictions, on se retrouve avec principalement des femmes et un auteur non-binaire. Donc, je trouve ça hyper intéressant et je voulais vous poser la question. Est-ce que l'éco-fiction est une fiction féminine, non genrée, ou en tout cas, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je sais pas si ma question est hyper claire. Moi, j'ai écrit un truc qui est pas un western, mais on dit que c'en est un. Et apparemment, c'est un truc de mec, alors que c'est faux parce que c'est que les femmes qui écrivaient des westerns au début. J'ai écrit des trucs de braquage, apparemment c'est que les mecs, mais voilà. Et puis en fait, évidemment, il y a tout ce truc où la femme est plus proche de la nature. Enfin, c'est aussi une mythologie complètement con. Enfin, c'est absurde. Bah oui, non, mais c'est vrai. Néanmoins, il se trouve que c'est effectivement des femmes qui ont regardé des chimpanzés évoluer dans la nature sans intervenir, en se disant c'est peut-être la façon dont il faut faire, au lieu de monter un champ expérimental strict dans une boîte blanche et de leur apprendre le langage des signes. Donc, il y a peut-être quelque chose, et peut-être pas, quoi. C'est quand même aussi comment, effectivement, comment on est construit
dès qu'on arrive et qu'on est assigné, effectivement, parce que la page blanche, elle n'existe jamais, et peut-être même pas dans l'imaginaire, une fois qu'on a appris à causer, quoi. Mais oui, c'est une remarque intéressante quand même. Oui, moi, ça me pensait au fait que le gars qui a fait passer justement qui a introduit dans l'éducation canine et c'est passé ensuite dans la façon de voir la vie familiale, etc. Ce grand cliché de l'alpha ou du mâle alpha. En fait, il s'appelle David Mech. C'était ma réponse. Mais n'empêche que David Mech, maintenant, il fait des conférences partout, TED et des vidéos YouTube, pour dire qu'il s'est planté. Enfin, il s'est planté. En fait, il a observé ça, il s'est servi des études sur les chimpanzés pour essayer de comprendre ce qu'il voyait dans des packs de loups emprisonnés, on va dire. Hein. Et depuis, l'éthologie est vachement avancée et il n'arrête pas de dire mais non, mais cette histoire de mâle alpha, mais c'est faux, il n'y a pas de domination, ça n'existe pas. Et le pauvre, déjà, il s'appelle David Mech, il est obligé de faire des vidéos YouTube pour dire que ce qu'il a dit dans les années 80, c'était faux. Voilà, c'est tout. Bonjour. C'était juste pour répondre à la personne et peut-être lancer un petit peu le débat. Mais du coup, je suis étudiante à la fac en lettres. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Christine Planté qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le genre des genres, pour montrer du coup que les genres littéraires sont hélas genrés, qu'on va associer du coup par exemple les femmes au genre de la nouvelle ou à la biographie parce que c'est vu comme moins prestigieux. Donc ça peut peut-être, je connais pas assez le monde de l'imaginaire, mais je suppose que là pareil, il y a des hiérarchies genrées qui sont aussi mises là. Et un autre élément de réflexion que j'ai appris récemment, c'est qu'au niveau de l'écologie et d'antispécisme, quand on se rend compte qu'on est antispéciste, enfin, c'est un peu le spécisme, c'est un peu le premier niveau d'oppression qu'on peut avoir, et qu'à ce moment-là, qu'on se rend compte de ce biais-là, je pense que ça peut du coup aider à se rendre compte de tous les autres types d'oppression, tout ça. Donc, ça peut peut-être expliquer du coup le genre dans ce type-là de littérature. Voilà. Je précise juste, on va bientôt conclure. Pardon? Donc, Non, oui, après vos réponses. Non, c'était juste pour préciser que c'était la dernière question. Et juste petite précision aussi, sur la composition des tables rondes, c'est quand même assez fortuit. C'est-à-dire que sur le cyberpunk, on avait des candidats, enfin voilà, on a aussi des candidates, il y a aussi des femmes qui écrivent du cyberpunk, notamment des femmes transgenres, je pense à Sabrina Calvo, et là il se trouve que oui, peut-être un peu non-mixité, pas d'hommes cisgenres, mais c'est pas du tout, comment dire, voulu, c'est vraiment la thématique des livres et des imaginaires qui a guidé le choix. Voilà, c'était juste une petite précision. Mais oui, ouais, juste très rapidement, mais je voulais quand même réagir à la dernière remarque parce que je trouve que c'est important effectivement, en tout cas, de se faire l'écho, peut-être, de ce qui se passe dans les réseaux militants, dans le milieu encore actif politiquement parlant, et quand je parle de politique, c'est au sens très large du terme et pas uniquement électoral, voire pas électoral. Mais en tout cas, je crois qu'il y a vraiment effectivement, moi, pour être très impliquée dans ces réseaux militants depuis maintenant presque 15 ans, je trouve qu'il y a vraiment un début de jonction qui est en train de se faire, hein, qui était jusqu'ici théorisé, mais qu'on retrouvait pas trop en fait en pratique sur le terrain, entre les différentes formes de domination, quoi. De lutte contre toutes les formes de domination. Et c'est vrai qu'après, chacun y rentre par un angle qui va lui être propre.
qui peut être effectivement la question de notre rapport aux animaux, qui peut être en tant que femme se sentant dans une société patriarcale, qui peut être en tant que personne soucieuse de l'environnement luttant contre l'extractivisme, enfin voilà, ou personne se sentant racisée. Enfin, je veux dire, il y a évidemment plein de formes d'entrée différentes, mais en tout cas, il me semble que ce qui est intéressant, c'est à la fois de pouvoir donner une nourriture littéraire à ces prises de conscience, à ces questionnements et à ces jonctions, et de participer aussi à une forme d'archipélisation de tous ces îlots de conscience, de résistance, de construction d'alternatives, pour qu'il y ait une stratégie commune qui finisse enfin par se dessiner, quoi. Donc voilà, je voulais juste, je réponds pas à la question, je rajoute ma remarque à la remarque, mais je trouve que c'est important, surtout là aujourd'hui, de faire quand même ce lien-là avec aussi ce qui se passe dans le vaste monde du politique. Ouais, en fait, c'est éteint. Voilà, ça. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude. Oui, et surtout, il faut aussi, encore une fois, je pense que s'imaginer tout ce qu'on voit qui est publié, c'est la partie visible et publiée de l'iceberg, mais je suis convaincue qu'il y a énormément de productions qu'on voit pas. Il y a toutes la fanfiction depuis le début, depuis Asimov, et c'est très très féminin, alors que ce qui était publié professionnellement, c'est très masculin. Donc, si on envisage la littérature de genre, l'ensemble de cette production-là, y compris les productions qu'on ne voit pas ou qu'on voit de façon confidentielle, je pense que c'est, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste 50-50 comme le reste, enfin 50-50 ou 30-30-30, ça m'étonnerait pas, quoi. C'est juste, il y a encore ce diktat du marché où on attend les écrivains et écrivaines racisés sur des témoignages sur leur vie en Afrique dans la brousse, les femmes sur le témoignage de leurs problèmes avec leur mère ou avec leur mec. Donc il y a aussi ça à prendre en compte aussi, et je crois qu'il faut faire péter ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'il y a les intergalactiques de Lyon. Ben, merci beaucoup. Merci à tous et toutes.